point d'aujourd'hui est, entre guillemets, à nouveau un éclairage sur l'usage qu'on peut faire de ces réseaux sociaux, du moins ne pas gâcher sa présence, parce que historiquement, on a toujours pris le temps de créer le compte il y a 10 ou 15 ans. On a pensé éventuellement à refaire des mises à jour ou à changer des bios sur un LinkedIn ou un Twitter. Mais au final, on subit plus qu'autre chose. Et on va rappeler aujourd'hui la nécessité de reprendre en main son double numérique, c'est-à-dire de la manière dont on apparaît sur les réseaux sociaux. Alors, la manière dont on apparaît d'une manière générale, c'est-à-dire que je ne saurais trop rappeler le côté très global de Google en disant Google, c'est votre CV. Si on tape votre nom et votre prénom, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que vous validez ce genre de contenu ou est-ce qu'il y a des choses à changer? Et très rapidement, dans Google arrive le positionnement LinkedIn et ou Twitter. Et le positionnement LinkedIn a cet avantage de pouvoir être personnalisé à loisir. Et ce sont les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, deux façons de personnaliser votre compte LinkedIn. Le faire sur un ordinateur fixe ou le faire sur votre mobile. On n'accède pas aux mêmes paramètres de personnalisation ni aux mêmes possibilités. Donc, on va reprendre ces éléments-là. Le contexte général, c'est vraiment celui, je me répète, hein, l'image que vous avez à l'écran rappelle que depuis 2019, on fait ce genre de rendez-vous pour pouvoir assurer ces piqûres de rappel. Parce que voilà, le mot d'ordre, pardon, c'est ne pas subir. Souvent, on a un vieux profil, on a des mises à jour qu'on n'a pas osé faire, on peut être pollué par un homonyme. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de se positionner dans son cœur de métier, mais il y a quelqu'un qui est visible sur LinkedIn bien plus que vous, parce qu'il a évidemment le même prénom et le même nom. Ce sont des choses qui reviennent assez souvent. Donc, il faut savoir aussi comment lutter, entre guillemets, contre ça pour valoriser sa visibilité. Dans les différents visuels, on va passer un peu de temps. Là, forcément, c'est pas une candidate ni une lauréate, puisque j'avais besoin d'accéder à mon ordinateur pour la personnalisation du compte, pour vous montrer quels étaient les endroits où on peut le personnaliser. Après, on abordera la version mobile de la chose en prenant l'exemple, en revanche, là, d'une des premières lauréates de Vox Femina, avec les différents endroits et rajouts que vous pouvez opérer sur vos comptes. Et donc, on descendra un peu loin dans les détails pour aborder tout ceci. Donc, je répète, on parle aujourd'hui essentiellement de LinkedIn. On verra à la fin de notre heure et demie si on aborde aussi quelques éléments pour Twitter. Mais le réflexe est toujours le même, c'est-à-dire que là, on va rentrer dans la personnalisation de LinkedIn. Le réflexe, c'est celui d'aller au bout des paramètres. Donc, c'est la même chose évidemment pour Twitter, pour Facebook, pour d'autres réseaux sur lesquels vous avez besoin d'être présent. Je rappelle aussi que l'avantage d'être présent sur ces réseaux-là, c'est que ça permet de bloquer un URL. Ça veut dire que vous personnalisez également un URL avec votre nom et votre prénom au titre de ce réseau social, si on prend l'exemple de LinkedIn. Et c'est déjà un élément de valorisation de votre présence dans les moteurs de recherche. Je disais tout à l'heure, de commencer naturellement par mettre votre nom et votre prénom et de savoir ce qui ressort. Et donc, ça ressort d'autant plus facilement si on a été personnalisé et prendre position sur un certain nombre de comptes de réseaux sociaux, même sans s'en servir au quotidien. Donc, peut-être que c'est beaucoup de redites et des évidences pour les unes et les autres. Je pense à Mylène qui vient de finir de paramétrer sa caméra et qui a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour son rayonnement personnel et professionnel et qui sait très bien le faire. C'est le cas d'un certain nombre d'entre vous où vous avez eu besoin par votre métier de mettre les mains dedans. Donc, on va aussi partager les best practices et savoir ce qui pour vous a été utile dans ce que vous avez pratiqué vous-même pour que ça puisse servir aux autres. Mais je laisserai également Clotilde, si tu surveilles les questions, en soulever peut-être une qui aurait été déjà déposée ou si on rentre dans le détail. Dis-moi tout, Clotilde. Rien pour l'instant, Benoît. Dis-moi tout avec le son. Rien pour l'instant, pas de questions pour l'instant. Bon.
Rien pour l'instant, mais j'ai une remarque, Benoît, parce que tu parlais de la personnalisation, surtout aussi sur les photos. Il me semble que tu l'avais mentionné à différents points. Peut-être tu peux Oui, le rappeler que c'est important de personnaliser les parce photos avec que, le nom. exactement, le grand principe, une fois que vous avez fait ce petit audit rapide de savoir, lorsque vous faites votre prénom et votre nom sur Google, ce que ça ressort en termes de texte, d'image et de vidéo. Mais après, il y a d'autres critères. Il y a les actualités, le shopping, il y a plein d'autres filtres. Mais en texte, en photo et en vidéo, ce qui apparaît, il faudrait qu'à minima, les 5 à 10 premières occurrences soient des choses sur lesquelles vous ayez la main. Pour ne pas subir justement un article d'il y a 7 ans, une photo qui a été prise lors d'un colloque que vous n'aimez pas et qui n'est pas très utile. Et donc, il y a vraiment ce mode d'emploi à garder en tête, c'est que ce que vous voulez qu'il soit vu et lu sur vous, c'est à vous de le mettre sur Internet. Donc là, aujourd'hui, évidemment, on fait un focus LinkedIn et LinkedIn est un très bon outil pour votre propre e-réputation. Et il en est de même de beaucoup d'autres supports. Donc ça rentre dans cette catégorie de j'essaye de maîtriser ce qui ressort sur moi dans Google. La photo, c'est effectivement prioritaire parce que si on parle de LinkedIn, on parle d'une photo de profil. Si on prend cet exemple-là, qui malgré tout est l'exemple en plus de ma femme, donc c'est un sujet dont j'ai à peu près fait le tour. L'intérêt de la photo de profil, c'est effectivement de trouver quelque chose qui correspond à vous 2022. Est-ce que la photo que vous avez mise il y a 15 ans, est-ce que entre guillemets, les outils que vous aviez sous la main font qu'aujourd'hui, c'est une photo de bonne qualité qui représente ce que vous avez envie de rayonner. Ce n'est pas souvent le cas. Donc, ça vaut le coup là de réfléchir à ce que vous avez aujourd'hui comme portrait dans votre ordinateur. Je dis votre ordinateur plutôt que le téléphone parce que ça pourrait se personnaliser du téléphone, mais dans le téléphone, vous n'avez pas la même possibilité de nommer la photo avant de la télécharger. Et c'est vrai que c'est un sujet, comme dit Caroline, sur lequel je reviens assez souvent parce qu'on l'oublie. Il est indispensable dans l'optique de l'e-réputation de pouvoir nommer les visuels qui vous correspondent avant de les mettre en ligne pour que sur votre ordinateur, il n'y ait pas marqué là srd.jpeg, mais bien Solange Doumic ou Solange Erdoumic.jpeg. Ça permettra à Google d'attraper la sémantique du nom de la photo au moment de la mise en ligne et très vite, lors des prochains algorithmes de Google, la photo mise en photo de profil dans LinkedIn ressortira bien mieux lorsqu'on tapera votre nom et votre prénom. Il en est de même pour la photo de bannière. La photo de bannière est très souvent le parent pauvre de nos comptes LinkedIn et il est important de considérer que c'est un support qui vous est offert et qu'il ne faut pas gâcher. Lorsqu'il n'y a pas de photo de bannière, c'est une espèce de paysage grisâtre tout à fait mochard et ça montre bien que c'est un endroit qui doit être rempli. C'est quelque chose qu'on a rarement pris le temps de faire, sauf quand dans éventuellement sa société, c'est une consigne qui est donnée, mais c'est l'occasion de poser là soit une photo corporate, soit une photo d'un environnement qui vous parle et qui vous corresponde. Le leitmotiv est toujours le même. On vous offre un support de communication. Ne pas s'en servir, c'est se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, LinkedIn est paramétré comme ça. Donc, servons-nous au maximum de toutes les opportunités offertes. Et j'oserais dire qu'en termes de rayonnement, lorsqu'on arrive sur la page de quelqu'un qui n'a pas travaillé sa page, ça dégage une image de quelqu'un qui ne prend pas soin de ce qu'on lui offre. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est souvent le retour qui est fait par les recruteurs, par exemple, ou par les investisseurs. Parce que j'avais accompagné un certain nombre de projets dans des fonds d'investissement et lorsqu'ils font le tour des entrepreneurs et des entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir, il y a souvent tout un audit qui est fait de la façon dont le porteur de projet apparaît sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est une valeur immatérielle pour les fonds d'investissement qui investissent dans des sociétés, que c'est une valeur immatérielle. Donc, comment ressort la valeur immatérielle et comment ressortent les associés? Donc, c'est un exemple. Chacune dans vos métiers, vous n'avez pas forcément besoin de ce rayonnement et d'optimisation en tout point. Mais on se rend compte, et puis on le voit bien chez Vox Femina de promotion en promotion,
les lauréates nous disent que certains profils ont besoin d'une très grande visibilité. Ça peut être le métier comme là d'une avocate, ça peut être, c'est également le cas pour, par exemple, un chirurgien esthétique. Il fait très attention à son réputation. Tout est vraiment souvent misé là-dessus. Parce que ça vient ancrer le domaine de compétences. Donc, il y a des métiers qui sont un peu plus dans l'ombre. C'est pas pour autant qu'il faut être absent de LinkedIn. Il y a une façon de faire au moins le minimum syndical. Et je repense à quelqu'un qui a également changé de travail à l'aune de ses 50 ans et qui est passé dans un autre univers et qui m'a dit je n'avais pas pris le temps de m'occuper de mon profil LinkedIn. À partir du moment où j'ai soigné mon profil et répondu à quelques demandes, j'ai été surpris de voir que l'algorithme retrouvait au fil de ma carrière, il y avait quelqu'un qui avait été beaucoup à l'international aussi, la plupart des contacts utiles que j'avais eus au cours de ma carrière. Et donc, par les recommandations, par une certaine façon de rayonner, alors que la question était de changer de travail, d'univers, m'a confessé que ça avait effectivement offert un vrai tremplin. Et donc, souvent, les gens le constatent après avoir pratiqué. Donc là, la question, c'est de revenir sur le minimum syndical en disant où puis-je personnaliser. Donc, je refais une petite formulation importante sur les photographies. Donc ici, si vous avez bien le curseur qui bouge autour du rond, par le téléphone, vous y avez accès, mais il faudrait dans ces cas-là que dans votre téléphone, il y ait un fichier photo qui soit correctement nommé, mais également directement sur votre ordinateur, vous allez dans les deux crayons qui sont là et vous accédez au changement des photos de profil et de bannière. Pardon, il y avait un peu de bruit, c'est peut-être plus calme maintenant. Donc, les photos sont très importantes parce que, voilà, on n'est pas obligé, comme vous le voyez là, par exemple, sur une photo de bannière, on n'est pas obligé d'utiliser l'univers corporel de sa société. On peut poser un peu un décor qui vous corresponde. Là, il se trouve que moi, par ailleurs, je m'occupe d'un département château et d'immobilier de prestige. Donc, ça ressemble un peu à l'immobilier de prestige dans Paris. Ça fonctionne, ça me convenait. Et voilà, on est libre de faire ce qu'on souhaite. La taille des photos également est disponible sur Internet pour vérifier ce que vous avez besoin de prévoir comme visuel. Sinon, vous en prenez une et vous recadrez en fonction de ce que l'application vous permet de faire et vous voyez si ça vous convient. Le tout étant, je me répète, de nommer la photo correctement avant de la télécharger pour avoir le plaisir, dans une recherche sur votre prénom et votre nom, de voir apparaître assez vite la photo LinkedIn à cette occasion. Les photos, on va voir par la suite que les photos interviennent à d'autres endroits dans la personnalisation de votre compte. On a parlé de ce qui était important, c'est-à-dire photo de profil, photo de bannière. Et alors, ce qui est peut-être beaucoup moins pratiqué par vous toutes, c'est l'opportunité de venir placer des photos dans la présentation de vos parcours. Donc, typiquement, bon, là, ce sont des copies d'écran, donc on repassera peut-être sur ma partie personnelle. Mais voilà, les photos, systématiquement, ça vaut le coup dans vos ordinateurs et vos téléphones que vous ayez un dossier avec des portraits, des photos plus générales que vous avez éventuellement envie de pouvoir partager ou dégainer lorsque l'occasion vous est demandée dans le cadre professionnel. C'est vraiment essentiel, puisqu'aujourd'hui, on parle d'e-réputation et de valorisation de votre image numérique. Par nature, il n'y a rien de mieux que votre propre photo. Et voilà. Et donc, si on est là, on est finalement que 13, on pourra peut-être prendre le temps tout à l'heure de faire le point individuellement sur celles qui ont envie qu'on mette le profil à l'écran, voilà, dans un objectif d'amélioration. Donc, la perfection n'étant pas de ce monde, on sait d'où on part et on voit facilement les points que l'on peut travailler soi-même pour aller au bout des outils que permettent en 2022 LinkedIn aujourd'hui. Je vérifie si Clotilde avait quelques remarques, mais c'est Caroline qui se manifeste.
Plus une remarque, personnelle. Une question, pour la photo de profil, tu recommandes de passer par un photographe pour faire un portrait? Ou est-ce que, on peut faire une photo, selfie du type avec son téléphone, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, Qu'est-ce qui pratique le plus? Nous sommes donc en 2022 et certains de nos téléphones valent le prix d'un ordinateur. Ça veut dire que les capteurs photo à l'arrière sont vraiment de bonne qualité, plus des applications en local dans des téléphones. Et c'est vrai que lorsque la personne, par exemple, qu'on peut accompagner pour un retravail complet de son profil LinkedIn, souvent la personne a démarré déjà une séance photo avec un professionnel et on voit de quoi on dispose. Et donc, s'il y a 4 photos, on peut les transformer en 8 photos parce qu'on peut recadrer, passer une photo couleur en noir et blanc, trouver d'autres angles. Donc déjà, on travaille une matière de professionnel. Et ensuite, ça nous est arrivé plein de fois. Je dis nous parce qu'avec Christine Bossu qui était dans la boucle de certaines valorisations de profil LinkedIn, avec l'iPhone ou un bon Samsung, on fait du très bon travail. On peut changer le fond, on peut éclaircir les dents, on peut valoriser les iris, on peut affiner la peau, on peut travailler des profils de très bonne qualité sans tomber dans l'excès de la mode et de l'éloignement de la réalité. Mais tout ça pour dire qu'on peut aller très loin avec un téléphone aujourd'hui. Donc, à ta question, souvent, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les personnes. Ils nous envoient des selfies pris par eux-mêmes, on les retouche de notre côté et on envoie le produit fini, rectifié, retouché, et ça suffit largement. Donc, les deux sont possibles. Les deux sont tout à fait possibles parce qu'on peut détourer très facilement avec les applications. On peut mettre quelque chose de très sobre. On peut mettre le logo de la société en arrière-fond. On peut transformer une photo couleur, quelqu'un qui ne s'aime pas en couleur, trouver un travail de noir et blanc parti d'un selfie de téléphone. C'est tout à fait envisageable. Mais c'est important parce que ça veut dire que, et puis Vox Féminal, c'est bien au moment où on demande aux lauréates d'envoyer des selfies vidéo, c'est très révélateur parce que c'est le moment où on est confronté avec le vrai miroir de soi-même et c'est aussi dans l'ADN de Vox Femina. C'est aussi dans l'ADN de Vox Femina d'essayer de casser cette difficulté où on se freine soi-même. On voit que beaucoup de personnes autour de soi ont aucun problème d'ego, ont plein de photos, savent très bien écrire leur bio, et donc on se dit mais parler de soi-même, souvent on met de grands freins à ça, et choisir soi-même une photo, c'est également très significatif d'une difficulté à un pas à faire. Donc c'est sûr que travailler son profil LinkedIn, ça impose. C'est un côté miroir, ça impose de retravailler sur soi, sur l'image qu'on renvoie. Et c'est un moment important parce que justement, très vite, les gens se révèlent. Et donc, il faut faire tomber un certain nombre de freins et de difficultés pour voir l'intérêt d'aller au-delà de ça et de se rendre compte que si cette photo-là, finalement, est vraiment bien, que ça vaut le coup de la mettre, que ça dégage quelque chose d'intéressant. Et vous allez voir qu'après, ça va de pair avec la manière dont on se présente. C'est peut-être une transition. Donc, si tu n'as pas d'autres questions, si on revient par exemple sur cet exemple-là de Solange, sur les mobiles, là j'ai mis deux copies d'écran côte à côte, mais on peut scroller. Normalement, ce sont des informations qu'on a en scrollant vers le bas. Si on regarde ici en tant que membre du Conseil de l'Ordre, il y a deux nécessités à avoir. Celle d'aller chercher le logo de l'employeur en question et de vérifier si on nomme bien l'entreprise pour laquelle on travaille et si LinkedIn, du coup, lui rattache un logo qu'il a retrouvé dans sa base. Ça évite de rester là aussi avec un petit carré gris tout à fait tristoun qui montre qu'on ne maîtrise pas du coup l'outil. Donc, en cliquant sur le stylo qui est là, ça vous ouvre, mais on regardera plus précisément tout à l'heure, ça vous ouvre la case et dans le nom de l'employeur, très vite, LinkedIn va affecter un logo s'il retrouve quelque chose de cohérent. Donc, pour vous, c'est plus utile.
et vous personnalisez après. Je pense à ça parce qu'il y a des départements ou des filiales ou des extensions de société où il n'y a pas de logo peut-être dans la structure dans laquelle vous travaillez. Dans ces cas-là, il faut mettre le logo de la maison mère et en dessous, mettre le nom réel de la société en question. Ensuite, les dates de début et les dates de fin sont à vérifier pour ne pas rester avec des cases ouvertes en permanence. Donc, c'est pour regarder de près. Donc, date de début et date de fin, également à bien surveiller ce côté finalement très CV de LinkedIn. Et ensuite, il y a une démarche description. Donc, quand je dis description, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la case vide. S'il y en a une, on en profite. C'est le moment où on peut aller personnaliser le détail de la fonction en question. Dans un CV de quelqu'un qui démarre, c'est là qu'on va chercher à faire apparaître la précision de ses objectifs, enfin une façon extrêmement CV de communiquer. S'il y a bien un endroit où on doit être précis et répondre à ce que permet LinkedIn, c'est à cet endroit-là. Mais on peut avoir un autre raisonnement, c'est de dire cet endroit-là est une case vierge que je peux remplir à loisir. Et vous serez surpris en voyant les pages des unes et des autres de voir que c'est un support de communication. Donc, on peut s'en servir pour une présentation moins CV, avec des émoticônes, avec des polices, une façon de mettre du texte qui attire l'œil. Et dans ces cas-là, on voit que la personne va au bout du bout en disant c'est une feuille vierge, je peux donc mettre ce que je veux comme contenu et non pas seulement le côté très terre-à-terre du CV. Donc, ça dépend de son profil, ça dépend des messages qu'on a besoin de faire passer. Et là, nous verrons peut-être des exemples tout à l'heure, mais c'est le bon réflexe. Toujours garder ça en tête. Si j'ai un endroit vierge, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire valoir un style de communication et de me rendre visible par là même? À ce titre-là, même si ce n'est plus tellement à la mode, j'ai par exemple rajouté une espèce de vignette ici. Caroline, je te laisse me dire si on voit bien le mouvement du curseur, ou Clotilde. Sinon, ce n'est pas la peine que je le bouge. Oui, c'est bon. Oui, ok. Donc, j'avais vu ça chez certains. Moi, comme j'avais un pied dans le digital, ça m'amusait d'utiliser les logos comme des certifications. Et donc, mes interlocuteurs m'ont dit, effectivement, lorsqu'on a un fil d'actualité, ton émoticône verte, immédiatement, on le retrouve, parce que ça apparaît plus visible que le reste des profils, et donc, on te reconnaît assez vite. D'autres mettent un petit picto qui correspond à leur univers, qui correspond à ce qu'ils sont. Mais c'est finalement une façon de personnaliser également qu'on utilise très peu et qui peut être très utile. Je ne sais plus laquelle d'entre nous était avocate football, milieu du sport. Joël Montlouis. Mais oui, voilà. Aller poser un ballon de football dans le prolongement avec le petit emoji du symbole de la justice, ça pose en deux visuels, ça pose tout son univers actuel et ça peut être une opportunité d'accroche différente. Mais pour l'instant, si on est dans le détail d'un poste, l'idée, voilà, c'est vraiment de se rendre compte qu'on peut aller loin, qu'il faut se servir de toutes les possibilités. Là, comme je vous le disais tout à l'heure à propos d'images, à cet endroit-là, c'est une image puisqu'il y a marqué « Ajouter un média » lorsque vous voulez personnaliser cette expérience. Chaque fois que vous utilisez ici votre crayon, ça vous rouvre votre poste que vous souhaitez personnaliser. Et donc, vous avez la possibilité de retravailler la présentation stricto sensu de la façon dont vous voulez que ça apparaisse en titre de fonction, le nom de la société, les années de début et éventuellement de fin, la description et en dessous, ajouter un média. Et ajouter un média, ça peut être donner accès immédiatement à un PDF, un lien YouTube. Merci, je vois qu'en parallèle, il y a un peu de logistique qui s'organise, j'en profite. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez personnaliser à loisir en mettant une photo, un PDF, un lien YouTube. Et ça, c'est très utile parce que
on est toujours dans cet état d'esprit de pré-mâcher la lecture du lecteur. C'est-à-dire que vous êtes la mieux placée pour mettre en lecture sur votre page LinkedIn les éléments auxquels vous voulez qu'on accède. Et ça, vous verrez que, autant je disais que la bannière, c'était un peu le parent pauvre des pages LinkedIn, autant la personnalisation à ce niveau-là dans les posts, c'est très peu utilisé et vous avez tout intérêt à vous en servir puisque je peine à croire que vous n'auriez pas des éléments à utiliser sur lesquels vous apparaissez. Et si ça n'apparaît pas dans les moteurs de recherche parce que ça a peut-être été mal codé par celui qui l'a mis en ligne ou c'est un vieil article, mais pour autant un article intéressant. Ça peut être une photo dans un trombinoscope comme j'ai utilisé là, où vous placez la photo du trombinoscope, mais derrière la photo, vous y collez le lien qui envoie vers la page qui présente le document complet. Voilà, c'est autant d'éléments utiles pour personnaliser ligne par ligne votre profil LinkedIn. Si on prend l'exemple de Solange, sous cet engagement associatif au service du barreau de Paris, il y a le cabinet, donc la partie plus entreprise qui est là utilisée. Donc, il y a un rappel dans la bio qui est un copier-coller de ce qui a été mis sur le site Internet. Donc, on n'est pas dans une innovation majeure, mais juste un créneau utile qui permet au lecteur d'accéder à l'information qu'elle avait envie de faire paraître à cet endroit-là. La photo qui est jointe, là, c'est un lien de son site Internet où on présente l'équipe du cabinet. Donc, extrêmement corporate, sans innovation particulière, mais pas de gâchis. C'est-à-dire, je tiens la main du lecteur, je lui montre l'engagement que j'ai en ce moment au Conseil de l'Ordre, le fait que j'ai fondé mon cabinet et que je suis avocat depuis 22 ans dans ce cabinet, le fait que mon cabinet, on est quelques-uns, les membres sont accessibles, on tient la main du lecteur. Je me répète parce que du coup, nous sommes 13 et donc il y a des choses qui ont été dites au début, quand on était moins nombreux. On est le mieux placé pour faire lire ce qui nous concerne. Donc, le profil LinkedIn a pour vocation de choisir, grâce aux options possibles, et on va voir justement tout ce détail des outils permis par Google, par LinkedIn aujourd'hui, on va voir jusqu'où on peut personnaliser et pourquoi le faire. Le pourquoi le faire, ça reste toujours dans cette idée de valoriser votre double numérique. Donc, il y a deux états d'esprit. Soit on a besoin d'être extrêmement visible. Bon, l'avocat est souvent un univers où on ne pouvait pas faire de publicité, donc on se sert des outils qui existent pour être le plus lisible possible. Mais il y a des métiers où on n'a pas forcément envie d'être lisible, donc on ne va pas peut-être aller si loin, mais toujours le credo, c'est s'il y a quelque chose d'intéressant à lire, on ne va pas se priver de ne pas le rendre visible. Voilà, c'est un peu cette idée. Donc, pour l'optimisation d'une fiche LinkedIn, ça passe par sa propre page. On voit ici, par exemple, trois choses. J'ai collé trois copies d'écran pour qu'on puisse voir les niveaux de personnalisation possibles. Et encore, ça, c'est un accès uniquement par le mobile. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne par l'ordinateur. Donc, par le mobile, déjà, vous pouvez être très autonome. Je dis ça parce que un avion, non pas un avion pour le Wi-Fi, mais un transport en train, une conférence qui ne vous intéresse pas, ou des moments où vous êtes piégé, vous sortez votre téléphone, vous avez envie d'optimiser votre profil LinkedIn, tout le monde a envie de faire ça, donc je ne suis pas inquiet. Vous avez tout sous la main pour le faire. Les recommandations, lorsque vous scrollez sur votre téléphone, vous descendez à un endroit où on voit recommandations, combien vous en avez reçu, combien vous en avez donné. Souvent, c'est proche du néant parce qu'on oublie ce détail qui était assez pratiqué il y a 10 ans, mais qui ne se pratique plus aujourd'hui. Si on considère que l'optimisation de votre profil LinkedIn, c'est pour vous asseoir dans un domaine de compétences et être lu par la communauté comme étant, on reste toujours dans le même sujet, comme pour asseoir une crédibilité, les recommandations sont donc nécessaires. Parce que autant sur votre profil LinkedIn, vous tenez la main du lecteur en lui montrant ce que vous voulez qu'il soit lu,
mais sont des choses que vous-même vous mettez en scène, autant la recommandation, elle est mise en scène par vous parce que vous pouvez, vous pouvez la rendre visible ou pas visible, mais c'est quelqu'un d'autre qui va s'exprimer sur vous. Donc, ce témoignage, cette série de témoignages est très importante parce que ça permet au lecteur de se projeter. Vous pouvez avoir eu 3 vies complètement différentes. Ça vaut le coup d'avoir 3 recommandations dans chacune de ces vies pour que quelqu'un qui a travaillé avec vous exprime le plaisir qu'il a eu de ce travail commun. Ça peut être, et vous le verrez lorsque on rentre dans la personnalisation, on vous demande d'identifier quelqu'un, on vous demande de le positionner par rapport à votre parcours professionnel. Donc, est-ce que c'était au titre de votre travail actuel, dernier travail, avant-dernier, votre école de commerce, peu importe. Ensuite, vous pouvez également, dans les recommandations, il y avait des modes qui est de dire « je te recommande, tu me recommandes ». Ça, il faut éviter. L'algorithme de LinkedIn n'aime pas le retour d'ascenseur à ce niveau-là. En revanche, la communauté aime bien, comme vous le voyez ici, il y a les recommandations reçues, les recommandations données. Donc, ça dégage quelque chose d'intéressant de savoir que la personne a pris du temps d'aller laisser une recommandation sur d'autres comptes. Voilà. C'est effectivement subjectif, mais ce sont des petits détails très utiles. J'insiste sur la recommandation parce que souvent on y pense. Voilà, on n'y pense pas. On trouve peut-être même gênant d'avoir à aller solliciter quelqu'un pour dit quelque chose de gentil sur moi. Finalement, la communauté est habituée à ça. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un client de Solange. C'était pas du tout son instinct que d'aller lui demander. C'est moi qui l'ai bousculé. Et puis la personne en profite pour dire ce qu'elle pense. Si ça colle avec des éléments positifs qu'on a envie de mettre en avant, eh bien, on actionne l'option qui est de rendre visible. Si la personne s'exprime et que ça ne nous convient pas, on ne rend pas lisible. Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut être très active sur cette interaction avec votre communauté, parce que si vous avez eu plusieurs vies, c'est intéressant d'aller chercher un témoignage par vie. C'est intéressant aussi lorsqu'il y a des engagements associatifs, lorsqu'il y a voilà, différents sujets, on peut aller très loin. Et dans la lecture par la communauté ou des recruteurs ou des investisseurs, le regard sur la partie recommandation compte parce que finalement, c'est un pré-travail de qualification de soi-même, mais qui est cette fois-ci apporté par des tiers et ça complète bien un profil LinkedIn optimisé. Est-ce que vous avez sur ce point des questions? Mais si Clotilde et Caroline ne m'interrompent pas, c'est que pour l'instant, vous ne servez pas du chat pour vouloir éclairer un point ou un autre, parce que peut-être que je vais trop vite sur un sujet. Ou, voilà. J'avais une petite question, enfin une, oui. question, une remarque. Tout à l'heure, tu as parlé des photos assez longuement et je voulais simplement dire que chez Vox Femina, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous aide sur les photos et qui fait des shootings de nos membres. Et donc, voilà, si vous souhaitez avoir des photos professionnelles, ça peut être une option. Et d'autre part, tu as parlé également d'applications qui pourraient, qui permettent facilement d'améliorer les photos. Est-ce que tu pourrais nous en citer ou de toute façon, on peut les mettre dans le chat si tu le souhaites? Non, mais très, très bonne question. Bon, s'il faut que je donne mes coins champignons maintenant. Bon, les applications qu'on retrouve sur téléphone, les deux que j'aime beaucoup, c'est Facetune, F-A-C-E-T-U-N-E, Facetune 2 plus particulièrement, qui est une nouvelle déclinaison, parce que là, on peut travailler, on peut se maquiller soi-même en fait. Mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut aller loin dans des retouches, mais on peut lisser une peau, retirer une imperfection, blanchir les dents, éclaircir l'iris, et c'est pas inintéressant. Le rendu est très discret si on pousse pas loin les curseurs. Le rendu est très discret et c'est sympathique parce que LinkedIn, on est d'accord, on ne voit qu'une micro-vignette. Donc, au mieux, cette photo est visible. Voilà, c'est pas pour faire un 4x3 de retouche de mode. Donc, pas de remords à penser à travailler un peu sa photo si l'occasion est donnée par une application. Il y a une autre application qui s'appelle Photoroom, donc photo et room, donc la chambre de la photo. Et Photoroom permet là de travailler les arrière-fonds,
de détourer, d'améliorer les lumières. Donc mais avec Facetune, on peut déjà tout faire. Il faut aussi passer par les réglages du téléphone. Lorsque le téléphone est de bonne qualité, on prend la photo, toujours un réflexe, voilà, c'est le communicant qui parle, mais toujours un réflexe de ne jamais subir la photo que vous prenez. Décidément, le mot ne pas subir revient souvent, hein, comme chez les militaires, mais vous prenez une photo, ce n'est pas pour autant qu'elle est prête à servir. Donc, mais c'est valable pour les portraits dans un cadre professionnel, mais c'est valable pour ce que vous avez à apprendre au quotidien. Les modules de personnalisation des photos dans les téléphones sont extrêmement bien faits aujourd'hui, et ça vaut le coup de prendre le temps de faire des essais, d'optimiser la photo, de l'éclaircir, de valoriser les traits. Beaucoup de choses sont possibles. Prenez le temps voilà, de vous amuser avec ça, de vous forcer avec ça, parce que vous avez un outil sous la main, autant apprendre les petits plus qu'il peut vous apporter. Et ça répond à ta remarque. Caroline ? Ça a amené une autre question dans le chat de Yasmina qui dit « Lorsqu'on ajoute une photo dans une expérience, peut-on y intégrer un URL cliquable? Est-ce que ça peut renvoyer vers autre chose ?» Alors, c'est le cas, tout à fait, Yasmina, je remonte sur l'exemple de Solange. Ici, c'est une photo que j'ai téléchargée parce que l'URL ne donnait rien, parce que la page du Conseil de l'Ordre n'était pas très bien travaillée d'un point de vue métadonnées. Donc, l'URL, lorsque je le mettais seul, ici, hein, donc pour là, voilà, lorsque je le mettais seul, n'était pas terrible. Donc, hier soir, j'ai fait une capture d'écran de la partie du PDF qui m'intéressait. J'ai téléchargé l'image, j'y ai collé l'URL en question. Et normalement, sur la page de Solange, vous cliquez à cet endroit-là, il y a marqué « Voir » et ce n'est pas la photo que vous voyez, c'est l'accès au PDF en ligne. Donc oui. Encore une question aussi de Yasmina, c'est est-ce qu'on peut choisir l'ordre dans lequel s'affichent les recommandations de photos? On peut tout choisir. Donc, très bonne question. Je ne l'avais pas mis dans ma case mentale. Très bonne question. On peut choisir ici, par exemple, de l'ordre dans lequel les expériences apparaissent. Lorsque vous mettez votre dernière expérience, on peut croire que j'y réponds pas, mais je vais l'illustrer, Yasmina, et pour vous toutes. Lorsqu'on met la dernière expérience, si je clique sur le plus et que je saisis une nouvelle expérience, elle va automatiquement apparaître en dessous. Tout ce genre de choses dans LinkedIn, on peut le personnaliser, c'est-à-dire qu'on reprend le stylo qui est à côté et on décide de personnaliser plutôt que de se faire imposer ce que LinkedIn a préparé. Et donc, si on peut faire ça, on peut faire tout le reste. C'est-à-dire que dans les photos qui sont mises en place, on peut décider des recommandations qui apparaissent. Il y a une petite option où on prend le bloc et on le déplace, on le remonte, ce qui est le même fonctionnement technique que pour les expériences. Voilà, c'est pour ça que je repartais de l'exemple des expériences. C'est toujours ne pas subir. On le remplit un peu comme un CV. Après, on se rend compte que c'est un outil plus puissant qu'il n'y paraît et qu'on peut en faire une quasi-page de blog dédiée en allant loin dans les détails. Je pense à ça parce qu'il y a aussi des agences web, par exemple, qui connaissent les tailles. Vous voyez là la photo mange la photo de profil derrière. Donc, il y a des marques qui connaissent les contraintes techniques de la taille des photos et qui font des montages pour leur entreprise où l'insertion de la photo de profil se fond avec l'image de bannière. Voilà. Donc, à partir du moment où on connaît le cahier des charges, on en joue si on le souhaite. D'autres, par exemple, d'autres entreprises, par exemple, prévoient des photos de portraits pour leurs équipes qu'ils cerclent aux couleurs de l'entreprise. Un vert significatif, un orange, peu importe. Ce qui fait que tous les collaborateurs de l'entreprise mettent leur photo LinkedIn cerclée du code couleur de la société et ça devient du coup un effet un peu communautaire, sympa pour ceux qui veulent jouer ce côté branding un peu fort. Donc, puisqu'on a un outil, c'est intéressant de voir comment s'en servent les autres marques parce que puisqu'on a un outil, eh bien, ça devient une aide à la communication, une fois de plus. Donc, on en est aujourd'hui à parler du minimum syndical pour ne pas passer à côté de la possibilité d'aller plus loin dans la personnalisation.
mais sachez qu'on peut aller très très loin et que le marketing s'implique beaucoup avec la communication pour aller personnaliser tout l'univers visuel qui est la valorisation de la marque sur Internet de l'entreprise. On a une autre question de Mylène cette fois. Oui. Comment faire apparaître plus d'une dernière expérience en haut à droite à côté de la photo? Alors, très juste, on revient par exemple hop, ici. C'est ça la question de Mylène, c'est-à-dire ce logo-là, qui est celui, si on a saisi, du dernier employeur, dans la petite… alors là, ça se personnalise sur l'ordinateur. Pardon, c'est pour ça que je reviens sur le schéma PC. Ordinateur et pas mobile. Donc, lorsque vous appuyez ici, vous avez la possibilité de personnaliser la dernière école et la dernière entreprise visible. Voilà. Puisqu'on est là, j'en profite aussi pour vous dire que mais ça, c'est une personnalisation possible. Il ne faut pas se précipiter parce que ce n'est pas encore très utilisé, mais on peut mettre 3 secondes de vidéo derrière la photo de profil. Donc, je dis ça, ça va dans la continuité de ma remarque d'un service marketing qui veut se servir de toutes les possibilités. Moi, j'y ai mis un clin d'œil d'un engagement dans le théâtre, mais c'est un support. Quelqu'un qui vient sur votre page pour la première fois voit votre photo de profil et pendant 3 secondes, voit apparaître une vidéo à la place de votre photo de profil. Et c'est à nouveau la photo de profil qui apparaît. De la même manière, ici, vous avez un onglet qui est donc un haut-parleur, et lorsqu'on clique dessus, vous entendez une phrase. La phrase que vous pouvez personnaliser, LinkedIn l'a prévue au départ pour que la personne se présente et répète son prénom et son nom. Et lorsqu'on est un peu créatif, certains départements marketing ont dit, puisque j'ai ici un support de personnalisation, je fais passer le message que je veux. Je repense à une autre des lauréates qui est dans l'univers du bois ou tout l'univers RSE ou peu importe. On peut faire passer un message fort qui est un message de lobbyiste, par exemple, dans son profil LinkedIn. Donc, quand on clique, on entend la phrase que la personne aura enregistrée elle-même. Et une fois de plus, c'est un support, c'est une page blanche. Donc, servez-vous-en à loisir. Et ça, donc Mylène, ce crayon-là permet d'accéder à la personnalisation de toute cette partie. Voilà. Si on a le temps, on le regardera effectivement plus concrètement après. C'était ça. Ensuite, là, on voit tout ça, ce sont des pages qui se suivent lorsqu'on scrolle une page. Hein. Quand vous scrollez votre propre page. C'est pour ça que je voulais avoir ces copies d'écran, parce que vous voyez dans votre propre page les endroits que vous pouvez personnaliser. Ce n'est pas le scroll d'une page de quelqu'un que vous regardez. Et vous voyez là, ajouter au profil, dans la copie d'écran du milieu, ajouter au profil par le mobile. Vous pouvez donc développer ce qu'on appelle base, c'est les modifications basiques de votre profil LinkedIn. Donc là, c'est une copie, donc on ne peut pas cliquer pour l'instant, celles qui sont recommandées ou les autres. Et vous voyez que dans les autres, mais là j'insiste parce que ça correspond bien à l'univers des lauréates, vous avez une expérience de bénévolat, des publications, des brevets, des projets, des prix, des distinctions, résultats d'examen, des langues, des organisations, des causes. Alors, il y a des moments c'est utile, il y a des moments c'est trop. Si on prend l'exemple, puisque c'était Mylène qui posait la dernière question, pour Mylène, c'est un terrain de jeu idéal parce que publication, brevet, projet, distinction, on y va quoi. Il y a de quoi dire, c'est une vitrine, on s'en sert, il y a des cases pour ça, c'est intéressant. Alors après, on peut le mettre autrement. Lorsqu'on a reçu un prix, ça devient une vidéo, c'est une photo, on peut la mettre plus visible à d'autres endroits sur sa page, mais c'est intéressant d'aller mettre dans les pages concernées les informations concernées. Merci d'enfoncer les portes ouvertes, Benoît, c'est super. Voilà, et ça, il y a encore 5 ans, ça n'existait pas de cette manière-là. Donc, on peut aller loin dans la personnalisation. Et pour celles d'entre vous qui sont dans les univers scientifiques avec brevet, ça vaut le coup. Les publications, ce sont celles qui ont écrit des livres, ça vaut le coup. Et un livre, alors,
je fais une petite aparté parce que le livre, c'est vraiment, ce que répète souvent notre chère Valérie Tandon de Marsac, c'est que le livre, c'est un très très bon outil pour votre visibilité professionnelle et numérique. Tout se tient. C'est-à-dire que le livre est le meilleur outil de référencement. Là où vous vous rendez visible, les URL que vous personnalisez à votre nom, à votre prénom, tout ça, ça vous aide énormément. Et le jour où vous avez l'opportunité d'être auteur et d'avoir un livre, la visibilité sur Google Images, Google Texte, tout ce qu'on veut, est beaucoup plus forte. Donc, je ne sais pas si c'est la poule qui fait l'œuf, est-ce qu'il faut écrire un livre pour se rendre visible, ou est-ce que, puisqu'on a un vrai sujet à traiter, il se trouve qu'on a écrit un livre et autant le mettre en avant. Le livre est vraiment le meilleur de vos ambassadeurs. Donc, ajouter une publication, ça peut être les références de l'ouvrage et des précisions très basiques sur le livre. Mais généralement, un livre, c'est avant tout un PDF, une couverture, derrière une photo ou un PDF, derrière le lien qui renvoie chez l'éditeur ou chez Amazon. Tout ça, c'est un choix un peu stratégique. Mais le livre, c'est le bonheur pour ce sujet qui est de valoriser son double numérique et d'optimiser son profil LinkedIn. Tac. Plusieurs questions, Benoît. Et là, je me demande si on pourra bientôt peut-être leur passer la parole en direct. Oui. Mylène demandait, parce qu'elle a prix et distinction, quand on en a plusieurs, comment faire mieux qu'une liste? Et Yasmina, comme ça, je te fais 2 questions. Voilà. Oui, mieux qu'une liste. Sur mon téléphone, je n'ai pas l'espace ajouter au profil. Est-ce normal? Y a-t-il quelque chose à débloquer? Ajouter au profil, c'est-à-dire comme ajouter au profil. À quel endroit? Pour ajouter une expérience, pour ajouter. Ah, pardon. Non, c'est peut-être là où juste en dessous, là où il y a base, recommandé. Je l'ai sur mon ordinateur, mais pas sur mon portable. Et je sais que il y a des choses que je vois pas forcément s'afficher. Peut-être que voilà, qu'il faut débloquer des choses dans les paramètres. Non, mais alors je regarde rapidement sur le mien. Alors, j'ai que l'ordi qui est en RJ45, le réseau est pourri, ça vient. Alors, lorsque tu es sur le téléphone, il faut aller sur la petite roue de paramètres qui est en haut à droite de ta page de profil. Ouais. Et là, en scrollant vers le bas, tu accèdes à tous ces éléments-là. Est-ce que c'est le cas de ton côté? Là, moi, j'ai setting. Après, j'ai juste en fait la liste préférence du compte, identification et sécurité, visibilité, communication. J'ai le menu. Peut-être que c'est dans préférence du compte, je sais pas. Je garde ça en tête et j'attends que ça fonctionne de mon côté pour la partie mobile. Mais normalement, c'est ça. On est là. Pof. Oui, non, la copie d'écran est trop serrée. Mais, mais non, c'est là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la roue crantée de paramètres qu'on retrouve un peu partout dans tous les univers de personnalisation. Et là, ça permet d'accéder à un contenu plus détaillé. C'est la même chose si on regarde. Sauf que là, sur l'ordinateur, c'est ici. Revenons quand même sur le document. Voilà. Je voudrais voir. Ah oui, un point rapidement avant de revenir sur des parties peut-être plus interactives. Toujours dans ce scroll, lorsqu'on descend, on voit la question de fusion des comptes. Combien de fois dans les vagues de lauréates, les différentes promotions,
on voit bien ce moment un peu j'allais dire, pas de détresse, ce serait disproportionné, mais en disant, au fil du temps, j'ai créé un compte, j'ai créé 2 comptes. Aujourd'hui, mon équipe com m'en a recréé un. Je me retrouve avec 3 comptes. Donc, je suis moi-même mon propre homonyme. Ce n'est pas très utile sur LinkedIn. Comment faire? Donc, il y a quand même une démarche aujourd'hui où on peut fusionner les comptes. La contrainte, c'est que si on recrée des comptes, c'est souvent parce qu'on oublie le mode d'emploi du précédent, donc on ne peut pas y réaccéder. Mais on peut faire des demandes de renvoi de mot de passe. Donc, une fois qu'on s'est donné un peu de mal, vous avez la possibilité de passer par l'outil de fusion de compte qui évite de laisser traîner sur LinkedIn des pages avec 0 follower et 0 photo de profil, mais où c'est stricto sensu votre prénom et votre nom. Donc, ne soyez pas votre propre homonyme et gardez en tête qu'il faut aller un peu loin pour prendre le temps d'aller supprimer les comptes que vous auriez pu créer par le passé. Je ne sais pas si dans les 13 avec qui nous sommes aujourd'hui, ce sont des sujets qui vous sont arrivés, mais combien de fois on l'entend dans les promotions des femmes en vue. Et c'est normal. C'est normal. C'est typiquement, on y va, on se lance, on prépare son compte, ça ne se passe pas comme prévu, on le refait 1 mois plus tard, on le refait 3 ans plus tard, on a perdu le code et on en recrée un complètement. Et en fait, aujourd'hui, ça pollue l'efficacité dont on parle. Il y a encore une petite question de Mylène. Mylène, je te laisse la parole peut-être. Micro, Mylène, pardon. Oui. Bonjour, rebonjour Benoît, merci. Oui, j'avais plusieurs questions. Justement, là, par rapport au compte, quand on a une audience qui n'est pas que française, donc est-ce qu'il faut faire 2 comptes? Comment on fait? Je crois qu'il existe un outil pour avoir totalement son compte en français et en anglais, par exemple. Alors, du coup, j'entoure à l'écran la réponse à ta question. Lorsqu'on est sur l'ordinateur, il y a 2 sujets d'importance. Beaucoup sont dans un univers anglo-saxon et ne cherchent pas du tout à créer une page française ou anglaise. Ils la font d'office en anglais. La question, c'est qu'on est derrière des noms de domaine qui sont /fr, /de, tout ce qu'on veut. Et lorsqu'on a créé en anglais, la personne qui va le lire à l'étranger va avoir une bascule de traduction automatique qui va repasser par sa langue natale. Ça vient d'une page française, c'est écrit en anglais, mais et c'est pour un lecteur étranger, il vaut mieux que son compte LinkedIn France soit complètement paramétré en français, qu'on vienne créer ici un profil anglais, un profil allemand, un profil espagnol. Mais la pollution des 2 langues dans un seul et même compte, alors là, attention, hein, on fignole, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez ça en tête quand vous brossez les documents qu'on vous envoie. Il y a de temps en temps la proposition automatique de traduction qui est faite par Google. Et donc, on ne sait plus si c'est un français qu'on vient de vous envoyer ou si c'est le document qui vient de se traduire automatiquement. Il faut souvent aller recliquer en haut à droite en disant « Montrer le document d'origine ». Et il en est de même pour LinkedIn. Donc, pour répondre à ta question, ça vaut le coup que sa page initiale soit française, on crée le profil anglais, on crée un autre profil à côté, et ainsi de suite. Certains qui font ça, du coup, ne mettent pas stricto sensu les mêmes informations dans les 2. Donc, toujours, l'idée de personnaliser à l'extrême, ce n'est pas forcément un miroir. Ça peut être un miroir, mais ce n'est pas forcément un miroir. Maintenant, on est dans des univers, si on prend la finance, si on prend certaines choses tech, où évidemment les barbarismes et les anglicismes sont partout. Donc, ceux qui mettent leurs fonctions et qui ne détaillent pas les postes, on a peine à savoir si c'est une page française ou anglaise. Mais quand on a envie d'aller un peu loin dans le détail, servons-nous vraiment de ce qu'on a sous la main pour personnaliser au mieux. Donc, il y a une page française, on va loin dans les descriptions et on fait la même chose en anglais. J'avais une toute petite question par rapport à ce que tu disais avant. Quand on met, par exemple, son école et que son école, eh bien, il y a un carré gris, oui. Comment on fait pour changer l'image? Parce que là, j'ai rajouté, par exemple, moi, l'École nationale des arts déco, il n'y a pas, quand je clique l'école, j'ai un carré gris. Donc, et si j'incorpore une image, ça arrive après, j'ai toujours… En fait, on ne peut pas incorporer d'image sur les entreprises ou les écoles qui en manquent. C'est au titre de la personne morale qui gère le compte que la personnalisation doit être faite. Mais souvent, par exemple, si on prend les arts et métiers, il peut y avoir des écoles annexes qui n'ont pas forcément de logo parce que c'est le nom d'un département, peu importe. Il vaut mieux remettre
arts et métiers et expliquer dans le titre qu'on est dans l'autre département. Ou c'est valable pour une filiale de banque, c'est valable pour une école, c'est valable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une université de rattachement, une autre structure derrière? Parce que ta question est valable pour tout le monde, parce que pour les écoles, il y a aussi des écoles confirmées. Et dans ces cas-là, ça va dans le vide. C'est moins grave pour les écoles, parce que quand il y en a eu plusieurs et qu'il y a d'autres éléments, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, justement, on peut décider de mettre en lumière l'école qui nous semble la plus porteuse en termes de rayonnement et de message, donc pour l'école et pour la dernière entreprise qu'on veut rendre visible. Donc, on ne peut pas, par contre, ça me permet de redire ça, on ne peut pas chercher à mettre soi-même une photo à un endroit où ça manque. Oui, bien souvent, cette histoire d'école ou d'entreprise, c'est parce qu'on ne rédige pas le nom de l'école ou de l'entreprise correctement. C'est pour ça qu'on n'a pas le logo. En fait, il faut commencer par chercher soi-même sur LinkedIn. Voilà. Voilà. On fait une recherche sémantique, on vérifie, on est surpris de voir que l'école auquel on pensait se présente autrement aujourd'hui. Ça peut être un autre nom, ça peut être un acronyme, ça peut être et alors qu'on l'appelait autrement au départ. Et une fois qu'on l'a retrouvé, on sait qu'on peut aller dans la case en question et chercher le rattachement. Et on peut aussi, ça compte beaucoup, parce que si on a 50 ans, 60 ans, l'école auquel on fait référence, elle est quand même au siècle dernier. Donc, si on a envie de rayonner auprès de ceux qu'on a connus, ce n'est pas la peine d'utiliser l'acronyme d'aujourd'hui. Donc, on trouve le logo d'aujourd'hui, mais on rajoute dans le texte la façon dont on le nommait entre soi à l'époque. Ça peut être aussi une façon que sa communauté vous retrouve. Je pense à ça, même en fac, tout l'univers des Master 1, Master 2, ce n'était pas les sémantiques utilisées par nos promotions il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc, certains rattrapent le logo, mais réutilisent leur terme d'époque. Ici, on a parlé, grâce à Mylène, de la notion de profil dans une autre langue. Au-dessus, vous avez un élément très important qui n'existe pas par le mobile, qui est le fait de modifier le profil public. Alors, modifier le profil public, du coup, je vais passer de manière interactive sur le mien. Voilà, vous approchez votre curseur, vous cliquez et vous vous rendez compte là que vous avez la possibilité, je vérifie, voilà, je passe à gauche, vous avez toujours le crayon pour modifier l'URL personnalisée. Et ça, c'est très important parce que si vous le faites en même temps que je vous le dis, sur vos ordinateurs, vous allez voir qu'il y a toute une tripotée de chiffres qui suit. Et donc, vous avez le paramétrage initial de LinkedIn qui n'est pas séduisant. Et puisque là aussi, on vous permet de le personnaliser, profitez-en grandement. Parce que c'est très bon pour votre référencement naturel que de mettre prénom-nom, prénom.nom, prénom-nom, ce que vous voulez. Ça permet aussi de prendre cette URL et de le glisser dans vos mails professionnels de manière lisible, propre. Ça permet aussi à des gens qui ont des homonymes de rajouter une fonction. Si par exemple avec Benoît Duchâtelet, j'avais, soyons fous, j'avais 4 acteurs porno et que moi je suis avocat, c'est pas simple. Donc je mettrai à ce moment-là Benoît Duchâtelet avocat. Je me sers de cette case pour acter et être certain que le lecteur saura que c'est bien le Benoît Duchâtelet avocat en question. Donc, il faut se servir de tout. Donc, c'est valable pour les homonymes, c'est valable aussi pour les professions. La dernière fois, c'était un architecte. C'était nécessaire qu'il puisse rajouter architecte derrière son prénom et son nom parce que tout ce qui ressortait en parallèle était éloigné un peu de lui. Bref, 2 objectifs. On peut personnaliser, on en profite, on enlève les chiffres et on met… Alors, attention, je dis prénom, point nom, mais… je pourrais pousser le vice en revenant sur les éléments très marketing de tout à l'heure, en disant vous pouvez mettre une devise, vous pouvez mettre n'importe quoi qui attire l'œil. C'est un support de communication, en fait. C'est ça le message principal. Donc, puisque vous pouvez le personnaliser, soit vous le faites dans un objectif de visibilité numérique et que c'est bon pour votre référencement, soit vous le faites dans un objectif de marketing et vous en profitez pour mettre autre chose. Mais voilà, très pratique, très utile. Après, les différentes personnalisations, aujourd'hui, on est dans
on est dans l'objectif d'être le plus vu possible. Donc, ça vaut le coup, effectivement, que le profil soit public, mais vous pouvez évidemment restreindre. Moi, je l'ai ouvert à tout va, mais on peut décider que votre photo de profil et certains détails de votre page ne sont accessibles soit à pardon, les 3 niveaux, c'est complètement public, que les membres de LinkedIn ou le réseau ou le premier cercle. Donc, ça fait 4, merci Benoît. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut aller jusque-là aussi dans la personnalisation. Aujourd'hui, on parle l'idée de rayonner, mais une fois que vous avez structuré votre compte, vous pouvez tout à fait dire, moi, pour des raisons professionnelles, je préfère être vu que de ma communauté. Donc, je me limite à mon premier cercle ou au réseau de mes amis. Et celui qui chercherait mon nom et mon prénom sur Internet ne tomberait pas sur ma fiche LinkedIn de manière détaillée. Ce qui peut évidemment être un choix stratégique. Et ce qu'on retient dans tout ça, c'est que tout est possible dans la personnalisation d'une page. Vous voyez à quel point, regardez tout le détail qu'on peut décider de rendre visible ou pas visible sur sa propre page. Tac, tac, tac. Donc, ça va très, très loin tout le temps. Moi, on a une question sur la vie du compte que je trouve intéressante parce qu'on se la pose tous, en fait. Une fois que, bon, OK, on a paramétré, on a fait les photos, voilà. C'est quel conseil, c'est Yasmina qui pose la question, quel conseil tu peux nous donner concernant le fond, la diversité, la forme, le rythme des posts? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour que nos communications soient vues? Si je fais un post par mois, est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est très juste. Il ne faut pas effectivement qu'on s'attarde trop, mais on a quand même fait le tour sur cette notion de ce qui était possible, pas possible. Lorsqu'on arrive sur une page, alors, on va… Pardon. On va revenir là. Si on reprend, par exemple, la page de quelqu'un d'autre. Quand on arrive sur une page, on a accès à quoi? Comme ce qu'on a vu pour moi, c'est-à-dire université, enfin la dernière école, le dernier employeur qu'on a envie de rendre visible, l'essentiel, une case info dont on n'a pas parlé, mais qui est une façon de se présenter, donc une sorte de bio qu'on met dès le début de manière accessible. Donc là, on est sur la page de quelqu'un qu'on découvre. Ensuite, on voit que la personne a voulu mettre en avant différents liens pour prémâcher toujours le travail du lecteur. C'est-à-dire que là, on tient la main et on dit si tu as envie de lire des choses sur moi, voilà les 5 choses auxquelles j'ai envie que tu aies accès. Bon, et comme les coordonnées sont les plus mal chaussées, on voit que là, ce sont des liens cassés parce que l'URL du barreau de Paris n'est plus active, par exemple, donc l'image, la métadonnée n'apparaît plus. Donc ça, hop, a changé au plus vite. Ensuite, on voit les interactions. C'est-à-dire qu'on voit si la personne a plus ou moins d'abonnés et on voit que la personne a réagi à certains posts. Donc, c'est intéressant aussi pour se faire un point de vue. Ce que vous regardez chez quelqu'un d'autre, c'est bien pour vous dire que c'est comme ça que vous êtes lu par de tierces personnes. Donc, on voit vos activités apparaître, les 2 dernières, souvent c'est 2 ou 3, qui apparaissent ici. Quand on veut en savoir plus sur les activités de la personne, on clique ici et on voit toutes les interactions de la personne, les dernières interactions récentes. Ensuite, on a le détail, les recommandations, tout ça, c'est dans la personnalisation. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est actif, ce sont sa présence, les actions qu'elle a menées sur les réseaux. Je dis ça parce que quand on est juste dans dans la mission du lecteur. Quand Solange a partagé ce post, bon, ok, c'est celui de son cabinet. Ce que je veux dire, c'est que elle fait comme tout le monde, c'est-à-dire elle regarde, elle like, elle met un commentaire, et cette interaction avec la communauté, c'est justement ce qui apparaît de manière lisible sur votre page dans cette partie
activité. Voilà. Ensuite, il y a le rythme des publications. Et là, vous devenez beaucoup plus acteur. Ce n'est pas seulement la personne qui like et qui met un commentaire d'un post. L'intérêt, c'est de dire j'ai besoin de poser un article qui va ancrer mon domaine de compétences et rendre cet article accessible. Et là, vous le rédigez comme un blog. Donc, vous avez deux façons de faire. Je vais revenir. Je ne vois pas bien. Profil. C'est là, pardon. On vient de manière générale. Et c'est ici, donc il y a votre page qui apparaît là. On confirme bien avec votre vignette que c'est vous. Et dès le début, vous pouvez décider voilà, de rédiger un article, de recruter, de placer une vidéo, une photo. Donc là, c'est très intéressant parce que rédiger un article, c'est justement ça qui peut être intéressant dans votre rayonnement professionnel, parce que vous allez prendre la main sur un sujet que vous assumez et qui va vous ancrer, je me répète, pardon, mais ancrer votre domaine de compétences. Donc, Mylène pourra parler du béton polysensoriel d'un point de vue très ingénieur, pourra faire un autre article pour préparer un événement qui sera plus artistique. Ça permet de poser les sujets qu'on traite, de les catégoriser. Et là, on fait comme sur un site ou un blog, c'est-à-dire que, ou même un tweet, pour faire une passerelle avec tweet, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer du texte, on aide le lecteur à comprendre là où on l'amène. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire de commencer l'article, enfin c'est plus utile de commencer l'article en disant par exemple conférence, entre parenthèses, ou innovation, entre parenthèses, et vous démarrez votre article. Dans l'article, vous pouvez taguer des personnes morales ou des personnes physiques, et vous pouvez illustrer l'article de 1, 2, 3 photos également. Et donc ça, c'est très bon pour votre visibilité, c'est très bon pour votre vie sur LinkedIn, mais pour répondre à la question, il n'y a pas les excités du référencement diraient qu'un post par semaine est efficace, mais là, l'idée, c'est pas de faire de vous des rédacteurs, des rédactrices acharnées, c'est de le faire de temps en temps pour que dans l'historique de votre page, on retrouve les publications que vous avez générées vous-même. Et commenter la publication de quelqu'un, évidemment, n'a pas la même portée que de rédiger soi-même. Quand vous le rédigez, c'est vraiment un article, comme un article dans la presse ou en ligne ou comme une page de votre site internet. Placez vous-même une vidéo, c'est également assez utile si vous avez dans votre ordinateur ou votre téléphone une vidéo en natif, c'est-à-dire le fichier source, et que vous préférez mettre la vidéo comme illustration d'un post que vous allez faire, ça a également une bonne portée et ça vaut comme contenu qui restera visible et qui restera référençable. Le recrutement, c'est un vrai sujet très LinkedIn. Les photos, lorsque vous voulez mettre une photo pour démarrer un post, aujourd'hui, c'est comme Instagram ou Twitter, on peut taguer des personnes dans la photo. Donc, c'est également très utile. Pardon, je reprends du coup Mylène puisque c'était la dernière interaction, mais lorsqu'elle va prévoir, si elle veut mettre l'affiche d'une prochaine exposition, elle peut mettre l'affiche. Dans l'affiche, elle va taguer ses partenaires, elle va taguer le lieu où aura lieu l'exposition, elle pourra taguer des personnes morales qu'elle a envie d'impliquer dans la communication. Vous prenez la main et vous devenez un média parce que vous utilisez des textes, des photos, des vidéos, des articles. Donc, on est dans cette sémantique, toujours la même, qui est finalement, devenez votre propre média. Et en maîtrisant votre page LinkedIn, vous êtes un média. Et ça, c'est très important à avoir en tête parce que on ne le sait pas. On n'ose pas penser qu'on est finalement soi-même un média. Ce n'est pas forcément naturel. Et on voit bien par cet exemple-là que ça a beau être le LinkedIn historique où on mettait un peu son CV, avec ce terrain de jeu ici, forcément, vous êtes un média. Vous voyez. Maintenant, pour revenir à la question, la régularité, le fantasme, on va dire une fois par semaine, mais vous n'êtes pas obligé d'être un média mainstream. Vous pouvez juste communiquer sur ce qui vous tient à cœur.
N'interagissez pas comme sur Facebook, c'est-à-dire que vos interactions se voient dans votre profil. Donc, autant se dire que si j'interviens, je rajoute un petit insight. Là, c'est effectivement une collaboratrice qui félicite. On ne peut pas dire qu'il y ait forcément une énorme valeur ajoutée, parce que là, on est dans le festif. Mais comme ce texte-là se voit, ça répond quand même à votre question de... On n'est pas obligé d'écrire les articles, mais si vous interagissez sur des posts à forte valeur ajoutée, ou quand vous les partagez, ou quand vous les commentez, parce que les deux se voient, vous rajoutez quelque chose d'intéressant, c'est très subjectif, et ben c'est très utile. Parce qu'on voit que vous gravitez dans un univers où on traite des sujets qui sont utiles pour vous et utiles pour votre communauté. Et donc, c'est bien si vous êtes vu interagissant sur ces thématiques-là. Vous n'êtes pas obligé de vous-même de générer l'article. Mais en partageant sur votre page avec le rajout de quelque chose d'un peu percutant ou en mettant un commentaire sur l'article pour féliciter la personne et rajouter un petit plus, ça, c'est une vraie habitude à prendre parce que c'est très utile. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question des volumes ou de la façon de faire, mais gardez en tête, vous êtes votre propre média, vous avez ça comme terrain de jeu pour interagir et également la réponse, le partage sur votre page de certains articles qui vous ont touché en remettant un insight personnel ou une interaction dans les commentaires où là, vous faites valoir aussi votre valeur ajoutée plutôt que de dire « super, j'adore ce que tu dis ». Il y a une question de Mylène qui dit peut-on vraiment taguer dans un article? Je pensais que c'était possible que dans les posts. Oui. Ça, c'est une différence technique. Oui, le arrobase pour impliquer le compte, oui. Et par contre, à l'instant T, je ne sais pas si l'identification, le tag dans les photos de l'article ne fonctionne pas comme le tag dans la photo ici qui serait mise en ligne. Mais peut-être que ça, ce serait utile que je prévoie une série de slides qu'on fera tourner du coup dans une newsletter qui reprend avec précision ce qui est possible ou pas possible. Mylène, comme ça, tu auras un mode d'emploi. Enfin, Mylène, tu es vraiment valable pour tout le monde. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que quitte à rédiger un article, est-ce que ça me laisse autant de liberté et d'accroche que lorsque je fais un post? J'ai pas lu le reste du feed, donc si… Justement, là, il nous reste une dizaine de minutes. Donc là, je propose que celles qui veulent prendre la parole la prennent librement, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, à moins que, Benoît, tu veux faire encore un éclairage. Non, c'était effectivement, mieux, comme le fait Yasmina ou Mylène, que vous puissiez prendre la parole parce que les réponses servent à tout le monde. Donc, vraiment sans problème. J'ai une autre petite question. Est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr. Allez, en avant. Super. Oui, Benoît, tout à l'heure, tu as fait défiler la page. Et déjà, un grand merci pour les éclairages qui m'ont déjà permis d'améliorer ma page. Tout de suite après le début, le bandeau avec les quelques infos, il y avait l'essentiel, ton épouse qui apparaît avant même le résumé. Comment on fait pour remplir cette partie essentielle qui arrive avant info? Comment on fait apparaître Alors, je retourne sur la mienne. Ce que tu appelles l'essentiel. Ça, ma sélection. Alors là, tu as ma sélection et avant, tu as mes ressources, activités et un peu plus haut, c'est… Ah ben non, alors c'est… Non, en fait, c'est ça souvent qui n'est pas utilisé. Là, plutôt que de le placer dans… Comment dire? Là, c'est le plus gros parce que c'est visible comme une galerie, comme un post Facebook ou Instagram. Donc, c'est lisible comme une galerie. Faut vraiment pas avoir de problème d'ego. La question, c'est toujours dans l'idée, je tiens la main du lecteur. Donc, on arrive sur la page et dans ma sélection, 1, 2, 3, 5, 10, ensuite il y a le curseur, la personne accède à de la matière à laquelle je voulais lui donner accès. Et ensuite, on descend
et on accède à autre chose. Là, on voit l'interaction avec ma communauté, comme je le disais, les 2 ou 3 posts sur lesquels j'ai interagi. L'information. Oui. Donc, l'information, là aussi, on a le petit… et pardon, si ce n'est pas visible sur votre page, vous allez bien là ajouter une section ou plus. Non, plus, c'est fini. Ajouter une section. D'accord, ajouter une section. Et est-ce qu'on peut choisir de l'ordre, par exemple, les interactions avec les autres qu'on a écrit sur d'autres posts, ne pas le rendre visible alors, pour activité, non. OK. Pour activité, c'est uniquement une sélection chronologique. Mais parce que l'activité, tu es venu interagir chez quelqu'un. Donc, c'est la chronologie qui compte. Pour le reste, c'est du contenu qu'on a créé soi-même. Donc, le contenu qu'on a créé soi-même, je peux décider que cette visibilité-là, je la place en dessous et puis telle autre fonction, je la rends visible en premier. Voilà. Ensuite, ça se personnalise effectivement. Les formations. Et pour les prix et distinctions, quand on en a plusieurs, en faire une pour chaque prix, du coup, moi, j'en ai mis 5 en disant les dernières et 5 pour les premières, mais du coup, c'est juste une liste et c'est pas très… Non, c'est pas très sexy, mais c'est intéressant. C'est intéressant de remplir toutes les cases et comme tes distinctions sont des choses très visibles, derrière, c'est plus intéressant, par exemple, dans ma sélection, de venir mettre une vidéo d'une remise, une photo du titre. Voilà. Gardons en tête le fait qu'il y a un terrain de jeu avec des règles du jeu très personnalisables, beaucoup d'endroits de feuilles blanches, les descriptions dans les fonctions, ma sélection, info, et que prendre la main sur tout ça, voilà, prendre la main sur tout ça est vraiment, est vraiment faisable. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au français et à l'anglais, donc il faut mieux faire toute sa page en français et du coup, quitte à redemander quand on a des recommandations, moi, tout est mélangé, j'ai des recommandations en français et en anglais, donc c'est redemander aux auteurs qu'ils les fassent en français pour que tout ce qui soit lié à ma page soit en français et soit traduite, c'est ça, hein, par le correcteur de traduction, ou alors c'est moi qui remplis avec la petite fonction créer le profil dans une autre langue. Oui, c'est surtout, en fait, les parties qui peuvent être polluées dans la traduction, c'est surtout info, description, toute la partie champ libre. Quelqu'un sur ta page française qui te fait une recommandation en anglais, aucun problème. Évidemment, elle ne sera peut-être pas visible sur la page anglaise. Sauf, pardon, fatigue faisant, à l'instant T, je ne sais plus, si on a la possibilité de dire tout ce que j'ai là est dupliqué sur la page anglaise, que j'ai pas justement, ce serait ridicule d'avoir ressollicité des gens. Donc, on peut dire qu'il y a des blocs qui, par nature, vont nourrir la page anglaise, la page de la nouvelle langue. Donc là, à l'instant T, je ne sais plus, mais c'est ce côté très efficace sont des blocs, en fait. Donc, voilà. Typiquement, il va peut-être même proposer à un moment de faire un miroir complet de tout. Et c'est à toi de rechanger le nom des fonctions et le nom des descriptions, le terme des descriptions, pour que ce soit bien de l'anglais. OK, merci. Le point important, c'est la question de la régularité dans le contenu. C'est vrai que là, on a un peu fait le focus en disant si je fais l'audit de ma page, voilà où j'en suis, voilà comment je devrais un peu la rédiger. Après, il y a la question, puisque ma page va prendre une meilleure structure, je vais me permettre de me rendre visible, ça veut dire d'aller chercher des nouveaux followers, de finir par accepter des gens que je n'avais pas acceptés parce que je trouvais que ma page n'était pas très mature. Voilà, il peut y avoir des réflexions comme ça. Donc, c'est vraiment 3 étapes. C'est reparamétrer sa page, retravailler la personnalisation et l'améliorer, l'optimiser,
voir ce que les algos de LinkedIn vous permettent d'attraper comme personne potentielle en lien avec votre parcours. Il ne faut pas accepter tout le monde. Il y a beaucoup de courtiers ou de gens qui sont là pour le boulot pur. En revanche, le côté communauté d'anciens contacts ou le réseau professionnel, ça vaut le coup à ce moment-là de se rendre plus visible puisque la page est plus belle. Ou à jour, tout simplement, parce qu'il y a des moments où on n'est pas à jour. Oui, Caroline. Une dernière question qui semble concerner plusieurs personnes. Une question de Sophie qui demande s'il est intéressant d'accepter toutes les demandes de connexion sans sélection. Alors. Oui, parce que en fait, moi, je parle souvent dans des conférences, par exemple, avec des étudiants, et je me retrouve avec 250 étudiants qui veulent se connecter avec moi. Je ne les connais pas, évidemment, ils m'ont écouté, mais bon. Et donc, en fait, je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas d'élargir avec ce genre de public avec qui j'ai aucune connexion spécifique en one-on-one, quoi. Oui, alors le directeur du campus, la responsable pédagogique, tout ce qu'on veut qui est en lien avec le donneur d'ordre de la mission, il y a un intérêt professionnel. Les étudiants, souvent, je prends l'exemple parce que je me souviens de cours qui avaient été donnés aussi, et je ne l'ai fait qu'avec ceux qui ont interagi avec moi en message privé. C'est-à-dire que ceux qui ont le bon réflexe, un peu comme un clin d'œil, je dis oui à leur invitation. Mais si c'est de la grosse vague, c'est pas prudent parce que après, pourquoi c'est casse-pied, c'est qu'après, on se retrouve dans le feed de sa communauté à retrouver tout l'univers de ses étudiants. Et donc, il vaut mieux être un peu sélectif parce que quand on regarde quelles sont les actualités de la communauté, ça nous sort un peu de ce qu'on aura envie de voir traiter. Donc, c'est ma réaction initiale, mais d'accord. Non, mais c'est vrai. Après, il y a des métiers, comment dire, derrière LinkedIn, il ne faut pas oublier qu'il y a la notion de social selling. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, grâce à LinkedIn, arrivent à vraiment asseoir leur domaine de compétences et avoir du business par LinkedIn. Donc, dans ces cas-là, quand les métiers sont compatibles, on fait un peu attention à la structure de sa communauté. Quand c'est juste pour du rayonnement et que LinkedIn n'est pas forcément une source d'apport d'affaires, mais juste de rayonnement, on peut accepter largement. Mais on peut aussi faire du nettoyage. Parce qu'il y a des gens qu'on a acceptés par le passé, on n'a pas forcément envie que ça fasse partie justement du premier cercle, du deuxième cercle. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on accepte moins facilement à tout va, il faut vraiment que le métier s'y prête, quoi. Je pense à un mentaliste qui avait retravaillé lui, il avait envie d'être vu par tout le monde, que tous les employeurs pensent à lui pour des missions, et il est très, très visible. Mais voilà, tous les métiers ne s'y prêtent pas. Yasmina avait une double question, en sachant que l'atelier touche à sa fin. Yasmina, tu veux la poser peut-être en live et puis ce sera oui, ok. Les dernières. Alors, merci beaucoup déjà, Benoît, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et c'est super d'avoir enregistré parce que j'ai pas tout noté. Alors, question, est-ce que le contenu type podcast audio, c'est intéressant pour les posts LinkedIn et ou Twitter? Et deuxième question, est-ce que c'est intéressant de lier les comptes LinkedIn et Twitter pour quand on fait un post à face d'une pierre deux coups? Voilà, c'est deux questions. Le podcast audio, c'est intéressant ou pas? Et le lien entre les deux. Alors, je range ça toujours dans la catégorie, puisque vous êtes votre propre média, parce que ce n'est plus une question, ce sont des réalités, on pourrait dire oui pour une question d'efficacité. Après, ce qui est agréable, c'est de garder la main quand même, sachant que, justement, vous n'êtes pas encore un média mainstream. Donc, j'ai fait un post LinkedIn, ce n'est pas la peine que je coche tout de suite, ça part directement sur Twitter, parce que sur Twitter, il vaut mieux reprendre l'URL, ouvrir le tweet, voir que les métadonnées se mettent en place et personnaliser le texte d'accompagnement, ce qui ne se fait pas automatiquement lorsqu'on crée la passerelle LinkedIn-Twitter. Donc, éduquons-nous et prenons 5 minutes de plus pour le faire à la main, parce qu'il y a cette histoire de métadonnées qui fait que la bascule qui va être faite va donner une présentation qui n'est pas forcément la manière dont on aurait voulu, de manière optimale, l'écrire sur Twitter. Donc, c'est possible, mais il vaut mieux prendre 5 minutes de plus dans un premier temps. Et pardon, si tu peux répéter la question des podcasts. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Et oui, est-ce que les contenus audio, c'est-à-dire des podcasts,
parce qu'on met des vidéos, on met des photos, on met des articles, mais voilà, aussi un développement des podcasts. Est-ce que c'est intéressant sur ces réseaux? Oui, c'est intéressant et tu le verras d'autant plus que Vox Femina va y aller à fond avec les podcasts. Il y a la question de savoir comment est-ce qu'on habille un podcast. Parce qu'une fois qu'on a le fichier son, c'est intéressant de lui mettre une image, de mettre dessus les petits mouvements de l'audio et que ça devienne un fichier vidéo en fait. Donc, le podcast initial qui est vraiment écoutable sur ton mobile dans un transport devient aussi un fichier audio qui, de manière dynamique sur LinkedIn, est plus intéressant que juste une bande son. Et tu sais, toi, si c'est apprécié ça par les personnes qui sont sur LinkedIn ou enfin Twitter, je sais pas, mais oui, les podcasts ont une grande, les podcasts habillés ont un grand succès parce que justement les transports et font que c'est la même chose que le podcast normal, hein, bien sûr. Donc, il y a des gens qui vont directement sur des sites de podcast. Mais si on tient la main de quelqu'un et qu'on donne accès à sa fiche LinkedIn avec un podcast écoutable, les gens en profitent, oui. Oui, oui. Bien, je vous propose d'en rester là pour cette session. Un flot de questions est arrivé dans les dernières minutes, en sachant qu'il y aura des ateliers sur ce sujet à nouveau parce que c'est vraiment de la formation continue. Enfin, on a toujours besoin de se mettre à jour et à la page. Et n'hésitez pas à contacter Benoît si vous voulez plus d'informations. Alors, certaines d'entre vous l'ont déjà fait en message privé sur LinkedIn. C'est sans problème, hein. Il y a des choses qui sont plus faciles à aborder après. Donc, n'hésitez pas à le faire. Toi, Mylène, non, plutôt tu fais 300 mètres et tu viens me voir, ce serait assez sympa. Mais pour les autres, volontiers en message privé. Ça va beaucoup plus vite, évidemment, en tête à tête. Ouais, donc, et puis le replay sera disponible dans notre lettre. Et sachez aussi qu'on travaille sur un prochain atelier sur les femmes auteurs et visibilité, parce que Benoît l'a mentionné, le livre, c'est un outil de visibilité global, mais aussi médiatique auprès des journalistes. Et ça assoit évidemment votre expertise, et c'est vraiment un tremplin aussi pour être plus visible. Donc, on travaille dessus et on espère qu'on pourra sortir cet atelier avant la fin de l'année. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci.